Cette cliente pensait qu'avec 30 millions, elle était en train de réaliser son rêve. Elle ne savait pas encore qu'elle était à quelques décisions de vivre un véritable cauchemar. Et oui, entre le rêve et le cauchemar, il y a parfois quelques décisions, quelques signatures, quelques virements bancaires. Il y a beaucoup de virements bancaires même. Et effectivement, aujourd'hui le projet est terminé, tant mieux. Mais je vais vous raconter effectivement que ça aurait pu se passer d'une façon complètement différente. Hop, je t'arrête une seconde. Je sais que je parle bien, mais laisse-moi te présenter cette roadmap que je t'ai préparée où j'ai recensé les 14 étapes clés selon moi qui interviennent dans la démarche d'un projet architectural. Wow! Oh my God! Wow! Wow, this is wonderful. Alors ça va de l'acquisition de terrain jusqu'à la remise des clés. Effectivement, on ne sait jamais selon l'étape à laquelle on est rendu, vers qui se tourner, quels sont les enjeux de l'étape, qui fait quoi, ce que toi tu dois faire. Là dans ce document je t'explique tout. Tu sais quand tu as besoin d'un géomètre expert pour délimiter les bornes, tu sais à quel moment tu dois faire l'étude de sol, tu sais à quel moment exactement appeler l'architecte. D'ailleurs si tu regardes cette vidéo c'est que c'est déjà le moment. Là on va commencer par l'étape la plus importante, à savoir faire un diagnostic. On va observer 3 scénarios et selon tes contraintes et tes besoins, on va définir quel est le plus optimal et qu'est-ce qui répond le plus à tes attentes. Ensuite, c'est tout le processus architectural qui se déroule, les études, les avant-projets sommaires détaillés, etc. Tout ça est détaillé dans cette roadmap, le permis de construire, les pièces à fournir, qui contacte la mairie, qui contacte les sapeurs-pompiers, voilà, tout ça est expliqué. Et tu sais à chaque phase ce que tu dois payer. Quels sont les enjeux, quels sont les livrables. À l'issue de ça, il te reste une seule chose à faire, c'est de prendre ton téléphone, de prendre rendez-vous avec moi, on fait un appel exploratoire, que je puisse t'expliquer bloc par bloc ce qu'il en est, et toi tu me parles ton projet. Ensuite, il n'y a plus qu'à y aller. Allez, je relance la vidéo, et surtout, j'attends ton appel. En architecture, on prend souvent le parti de vous présenter le bâtiment final avec son apparence finale et on se dit oui, c'est beau, c'est magnifique, mais de toute façon, l'architecture c'est pas pour nous parce que c'est trop cher, etc. Mais on ne se pose jamais la question de tout ce qui a été fait avant, de tout ce que ça a impliqué et moins donc que ça a pris, des décisions qu'il a fallu prendre. Parfois, il a fallu attacher le cœur parce que c'était difficile. Il y a eu des engueulades, il y a eu des empoignades, il y a eu des moments de doute. La cliente pensait qu'elle allait tout perdre. Voilà, c'est aussi ça l'architecture, c'est l'envers du décor. Vous êtes sur Archibarlou, alors installez-vous tranquillement, on va en discuter et en attendant vous pouvez like, vous voyez le petit cœur là, vous likez, vous partagez, vous commentez et vous donnez aussi des exemples de projets, des anecdotes aussi sur des chantiers que vous avez vécu ou que vous avez vu aussi de votre côté et savoir si vous comprenez un peu plus quel est le rôle de l'architecte dans ce genre de cas. Alors je vais vous raconter ce projet en 5 actes parce qu'il est important de savoir qu'un projet, comme toute histoire, a une certaine chronologie. Le client commence à se projeter, à se dire bon voilà j'ai un projet et j'aimerais bien que dans mon imagination qu'il puisse donc devenir réalité et voici ce à quoi je rêve. La cliente, après des décennies à avoir travaillé dans la même boîte, dit bon ok il faut que je prépare ma retraite. Vous-même vous savez ce que ça peut être chez nous au pays, préparer sa retraite, il faut être organisé hein, parce qu'avec nos retraites là voilà il faut pouvoir s'organiser. Donc elle s'est dit ok j'ai un terrain, j'ai une maison située à Monin-Priseau, j'ai un certain budget maximum que je n'aimerais ne pas dépenser, je n'aimerais pas dépasser en tout cas et donc du coup j'ai une enveloppe de 30 millions, qu'est-ce que je peux faire avec 30 millions et qu'est-ce que je peux faire pour préparer ma retraite parce que je veux pouvoir faire un projet qui va me rapporter de l'argent et que je vais pouvoir gérer tranquillement de chez moi dans mon jardin pour ne pas être embêté et pouvoir me dire que ok je m'offre ma retraite tranquille après avoir travaillé pendant des décennies dans la même boîte et pouvoir donc me reposer. Contrairement à beaucoup de clients, cette dame ne construisait pas pour habiter, elle construisait pour rentabiliser. Donc c'est ça souvent que je mets en exergue dans mes vidéos, c'est qu'il faut connaître son besoin, il faut arriver vers l'architecte avec un besoin. Donc elle a eu un très bon réflexe, c'est d'appeler l'architecte. Là, je peux mettre pour vraiment contextualiser une petite apostrophe, une petite parenthèse pour dire que cette dame-là connaissait très bien ma mère, me connaissait aussi très bien, donc c'est quelqu'un qui est très proche de la famille. Et c'est toujours compliqué d'aborder ce genre de projet parce qu'il faut tout de suite savoir où est-ce qu'il faut mettre la limite parce que quand quelqu'un vient mettre toutes ses économies, sa vie dans un projet, que ce sont les organes là qui sont pris, etc. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir assurer ce suivi et gérer aussi votre rapport à l'émotionnel, votre rapport à l'autre et cette limite là qui est franche, peut être compliqué et ça peut amener des malentendus et plein d'autres choses. Tout de suite c'est très important de mettre les jalons au début et moi en tout cas c'est ce que j'avais en tête tout de suite de me dire attention, il faut garder la distance pour pouvoir dire les choses telles qu'elles sont à votre interlocuteur, en l'occurrence votre interlocutrice, les choses telles qu'elles sont, qu'elle puisse aussi vous les dire et que vous puissiez garder cette relation, je dirais, suffisamment distante pour pouvoir vous dire les choses et avancer en toute sérénité.
Donc le programme de départ, on est dans un terrain qui est situé à Bonapriso avec une maison existante et une dépendance qui occupait déjà bien l'espace. On n'avait plus qu'une surface résiduelle, je dirais à peu près de 180 mètres carrés à occuper nous ensuite, et de pouvoir donc gérer la relation entre le privé et le public, le fait que donc la maison était déjà occupée par la propriétaire, qu'elle recevait aussi du monde, mais qu'elle pouvait donc pouvoir offrir donc un bâtiment annexe qui ferait donc du locatif et qui serait donc des meublés, et donc de pouvoir gérer la gestion des flux entre elle, sa partie privée qui la concerne, et donc les gens aussi qui auraient une intimité à préserver, des accès dépendants, et qu'il n'y ait donc pas de conflit. C'est un peu avec toutes ces composantes qu'on devait faire, sachant aussi qu'après il y allait avoir aussi la partie chantier, et de pouvoir donc gérer et la sécurité et l'intimité et le bruit et les nuisances dues au chantier qui est fait donc en site occupé. Donc quand vous commencez, vous êtes architecte, effectivement, ce sont toutes les données avec lesquelles vous composez avant même de commencer à concevoir, parce que vous allez vous dire privé, public, gestion des flux, la nuisance visuelle, la nuisance du bruit, comment ça se passe quand la cliente est dans son jardin et qu'elle veut pas être dérangée, les locataires et vice versa. Donc l'objectif était de se dire, je vais faire 2 appartements meublés que je pourrais donc louer et avoir donc, je dirais, une rente assez régulière et assez importante, parce qu'on sait que le marché du meublé peut-être est plus intéressant à Douala dans une ville comme Douala qu'ailleurs par exemple, où peut-être on va faire des locations plus longue durée, etc. Donc c'est vraiment sur ce marché-là qu'elle a voulu s'intégrer, filtrer, pour donc commencer à préparer sa retraite. Et donc du coup, il y avait une problématique, c'est qu'il fallait que ça rentre dans l'enveloppe forcément de départ, mais ça c'est des problématiques qui existent dans tous les projets. Et la deuxième problématique, c'était que ça puisse aller vite. Donc quand moi je réfléchis, ok, enveloppe de départ assez limitée, assez modeste en tout cas, moi j'ai pas 30 millions en banque, hein, mais je dis que les choses telles qu'elles sont. Donc enveloppe de départ assez modeste et que ça aille vite, il fallait donc trouver quelque chose qui est optimal, qui est pratique, qui peut aller vite, qui peut être construit rapidement, parce qu'en plus on avait donc cette contrainte de calendrier, parce que il fallait tout de suite que ça puisse être ouvert pour la rentrée, et qu'effectivement c'est toujours important de se dire que voilà, à quel moment on va commencer à louer. Est-ce que c'est en décembre, où il va y avoir par exemple des gens qui vont arriver, un flot de personnes qui vont arriver. Donc du coup, si vous savez que si vous commencez une location en décembre, ben, les gens vont chercher à se loger. Donc voilà, vous pouvez donc présenter votre produit, votre offre, et voilà. Donc c'est un peu tous ces calculs là qu'il fallait vraiment avoir en tête. Donc très vite, dans ma tête, je réfléchis, je dis bon, coût limité, il faut que ça aille vite, allez, pourquoi pas mettre des conteneurs? Moi, je me suis dit tout simplement, là, c'est des choses qu'on a déjà eu à travailler nous en interne de notre côté. Je vous ai déjà montré dans une vidéo, je vous ai présenté la maison de mes rêves, qui est ma propre maison, que j'ai dessinée en conteneur. Je me suis dit, avec le conteneur, on peut maîtriser les délais, on peut maîtriser le coût, on est tout de suite au sec, on peut travailler donc à l'intérieur, et tout de suite, ça règle déjà beaucoup de choses, le contenant, je dirais le matériau extérieur, le revêtement, etc., et qu'après ce serait de l'habillage. Et ensuite on peut donc adapter le programme à ce contenant. Donc voilà, donc c'est pouvoir donc se dire ok, tout de suite on a 2 boîtes, un conteneur de 40 pieds, c'est 28 mètres carrés, 2 mètres 46 de profondeur, 12 mètres de long, et je crois en hauteur on est à peu près à 2 mètres 50. Donc voilà, donc tout de suite on sait qu'on a des boîtes et qu'on peut se dire ok, on a des boîtes de 28 mètres carrés, pratiquement 30 mètres carrés, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et c'est en ça que je parle toujours du rôle de l'architecte, pas comme un simple dessinateur, mais aussi comme un conseiller, quelqu'un qui fait de la stratégie, qui répond à des problématiques données. Quand vous avez une problématique qui est, par exemple, du temps, de la contrainte du temps, de la faisabilité, il faut que ça aille rapidement, etc. Vous essayez pas de vous dire, bon, je vais dessiner des arches comme ça parce que c'est beau, ou des courbes parce que ça fait un peu rococo, etc. Il faut pouvoir trouver des solutions tout de suite qui répondent à un problème donné. Donc, moi, je suis pas fan du conteneur. Je suis pragmatique, juste, ok, voilà ce que je peux te proposer dans ce temps-là, et ensuite à moi de pouvoir t'apporter quelque chose qui gifle un peu. Bon, je dis à moi, je suis pas tout seul encore une fois, mais c'est ça. Vous voyez qu'il y a une cliente qui vient, un client qui a un problème, qui se pose la question, au lieu de réinventer la roue, elle fait appel à un professionnel, et le professionnel lui dit voilà ce que tu peux faire, c'est une idée. Je ne dis pas que cette idée c'est la garantie de tout et que tout va aller. Par contre, c'est une idée dans laquelle on peut aller si tu nous fais confiance, si tu y crois toi-même, si tu es convaincu, et si tu te dis bon ok, on va essayer de rendre cette idée la plus optimale possible pour arriver à l'objectif.
Après tout ce blabla, je vais quand même un peu vous parler du projet, parce qu'on est quand même sur une chaîne où on parle d'architecture aussi et de projet. Comme ça, vous pouvez me dire à la fin, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du projet tout simplement, et des solutions qu'on a trouvées, des petites idées qu'on a mis en place. Mais effectivement, comme vous le voyez, le terrain était disposé comme ça, plutôt en longueur, avec le bâtiment, je dirais le bâtiment principal qui est occupé par la propriétaire, qui était donc un peu, je dirais, en avant de la parcelle, qui donnait sur un jardin, et en fait l'espace qui était disposé, donc on avait pour nous, était donc cette espèce de bande. Sur cette bande, on avait à peu près un espace de 180 mètres carrés à occuper. Donc l'idée, comme je vous l'ai dit, c'était que de pouvoir séparer, vous avez vu cette longue allée, de pouvoir donc séparer les flux, pouvoir se dire que bon, la dame peut disposer de son petit jardin, de son entrée privée, mais elle a aussi son jardin à elle, qu'elle va pouvoir occuper, parce qu'elle n'a pas envie non plus de s'enfermer pour donner toute la place aussi aux locataires, mais il fallait pouvoir faire en sorte d'avoir une séparation franche entre les deux bâtiments, pour que eux aussi puissent avoir leur petit espace, voilà, pour chiller, pour respirer, mais que voilà, qu'il n'y ait pas donc cette intersection de flux. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, faut savoir qu'un conteneur, quand même, aujourd'hui, acheter un conteneur en fin de vie de 40 pieds, il faut au moins débourser 3 millions. C'est aussi simple que ça. Donc, du coup, déjà, ça a un impact sur l'enveloppe globale. Donc, c'est pas comme avant, il y a encore 10 ans. Les conteneurs, c'était peut-être 850 000 à l'époque, je n'ai pas pensé. Ouais. Pas comme si on trouvait 850 000 comme ça tous les jours, mais ici, j'étais pas concentré, je regardais le foot et les mangas. Voilà, donc c'était déjà un investissement, donc on pouvait pas non plus acheter 8 conteneurs pour faire ce projet-là, parce que encore une fois, on avait une enveloppe assez réduite et on voulait s'assurer de pouvoir quand même avoir de quoi quand même faire quelque chose de beau, tout simplement d'esthétique, parce qu'un meublé c'est pour recevoir, etc. Donc du coup, on a décidé de prendre 2 conteneurs qu'elle a pu par aussi ses propres relations se procurer et de pouvoir dire ok, on va superposer les conteneurs et en fait on va donc couper la paroi latérale qui donne donc côté jardin pour pouvoir donc maintenant la retirer et agrandir la zone, un peu doubler l'espace donc en largeur, en profondeur, pour avoir un espace plus, je dirais, plus généreux qu'il faudra couvrir, je dirais, à moitié, parce que on avait déjà cette paroi latérale qui nous permettait de fermer donc la boîte, mais de se dire que bon, ok, la partie maintenant du sol, on va pouvoir la compléter avec du bois, du plancher, pour pouvoir se dire ok, on va agrandir la boîte. Donc vraiment, c'est comme si vous coupez une boîte comme ça et puis vous pousser la cloison pour pouvoir maintenant occuper l'espace et avoir un espace plus généreux et donc avoir des intérieurs qui font à peu près 60 mètres carrés pour dire que bon, ok, un appartement, on a 2 appartements superposés, un au rez-de-chaussée qui fait à peu près 60 mètres carrés plus les espaces extérieurs et l'autre donc à l'étage qui fait aussi l'équivalent. Donc voilà, et qu'on met un peu en décalé pour un peu que ce soit façon, mais vous verrez de toute façon ça ensuite dans les prochaines images. On rend le projet plusieurs versions, là que vous voyez défiler, il y a eu plusieurs versions, plusieurs approches pour qu'elle puisse faire ses arbitrages là, et on s'est dit bon, on va faire une version en dur comme on dit, en béton, et une version en conteneur, parce que le conteneur était en fait l'idée, la proposition, le culot, le risque qu'on a pris entre guillemets, alors que effectivement quand vous arrivez, vous dites bon, on construit en dur, a priori on a de surprise, c'est moins engageant, c'est moins risqué pour le client. Donc on arrive avec ces 2 approches qu'on a présentées, qu'on a dit qu'est-ce que tu préfères. Là, le comparatif, a priori ça coûte moins cher de travailler avec les conteneurs, mais a priori, parce que encore une fois, tout dépend des choix architecturaux que vous allez faire après, comment vous allez les habiller, est-ce que vous voulez les peindre, est-ce que vous voulez rajouter un revêtement par-dessus, est-ce que vous voulez, enfin voilà, donc c'est chacun peut décider d'habiller, de s'habiller, chacun peut décider de se maquiller comme il veut. Je sais pas, peut-être que quand vous êtes là, vous mettez du rouge à lèvres, tout dépend du prix du rouge à lèvres que vous mettez, tout dépend du niveau qu'on veut y mettre. Donc on a eu cette approche comparative pour qu'ensuite elle puisse faire son choix et qu'on s'en dise ok, sur le papier ça présente très bien, on y va, on respecte à peu près l'enveloppe. Maintenant, il faut trouver une entreprise qui va aussi rentrer dans ces coûts-là. Au final, on a réussi à obtenir des espaces assez confortables. Moi-même, je vous avoue que j'ai été très surpris par ce qu'on a réussi à faire. Parce que quand on le fait sur plan, on se dit ouais, ça marche. A priori, ça va marcher. Mais quand on le vit donc sur place, on voit que finalement, en fait, tu as un espace tout à fait confortable, qui était hyper bien ventilé. On a réussi à avoir des chambres intéressantes de 12 mètres carrés à peu près, avec aussi des salons de 18 mètres carrés, des petits salons avec cuisine ouverte, petits balcons, pour que assurer chacun qui ait sa petite terrasse, son petit espace privatif.
À l'arrière du bâtiment, on a réussi donc à intégrer ce petit jardin privatif qui était effectivement très intéressant pour ceux qui étaient au rez-de-chaussée, sachant que ceux qui étaient en haut aussi avaient un petit espace terrasse. Donc on a vraiment joué en mettant les conteneurs en quinconce pour que, encore une fois, gérer donc les flux pour s'assurer vraiment qu'il n'y ait pas de croisement, comme j'ai dit, pas de juxtaposition, d'intersection, de ce que vous voulez, d'interpolation, voilà, tout ce qui finit en sion. On voulait pas ça. Donc on voulait un espace petit, certes, mais confortable, bien optimisé, bien adapté. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que forcément, le confort ne va pas forcément avec la taille, la grande taille d'un projet, etc. Il va avec la manière dont c'est conçu. L'idée était vraiment que quand tu arrives donc par cette fameuse allée, que tu te retrouves face à ce bâtiment qui était un peu vraiment la largeur de ce couloir qu'on avait, ce couloir d'arrivée. Et effectivement, comme vous voyez, donc ce jeu qu'on avait de conteneurs en quinconce qui était donc superposé, que vous voyez ici sur la droite, où on avait donc effectivement ce conteneur qui était un peu en avant pour encore une fois créer ce jeu de profondeur, de décalement, ce petit jeu de terrasse, voilà, de porche qui permettent donc de pouvoir desservir la personne qui est donc au rez-de-chaussée par la porte que vous voyez là, et ensuite qui permet donc aussi à l'autre locataire de pouvoir donc monter donc en empruntant l'escalier. Donc l'idée était que celui qui est au rez-de-chaussée puisse avoir son espace à lui donc à l'arrière, son petit jardin, et celui qui est à l'étage puisse aussi avoir son petit coin de son côté, voilà, pour pouvoir peut-être fumer une cigarette dehors. Et en fait on avait donc cette fameuse cloison en façade, enfin cette fameuse façade qui elle était donc composée de ce mur claustral et qui permettait donc du coup de pouvoir accentuer la circulation de l'air et de favoriser vraiment ce truc où c'est ventilé, en plus du fait qu'on avait donc créé une toiture ventilée, etc. Parce que les conteneurs ça chauffe comme on sait. L'idée était de pouvoir mettre aussi sur ces façades latérales de la végétation pour encore une fois créer donc ce filtre de fraîcheur et d'humidité pour qu'on n'ait pas à souffrir de la chaleur à l'intérieur des conteneurs tout simplement. On a eu aussi ce truc où la séparation, on voulait que cette séparation entre les deux bâtiments puisse se faire par ce mur de haies qui fait qu'effectivement on pouvait accéder donc à l'arrière du bâtiment, on pouvait accéder aux appartements et sans avoir à se croiser. Donc notre idée c'était vraiment que les gens, c'était de ne pas cacher le conteneur, c'était que les gens se disent que attends, c'est les conteneurs qu'ils ont fait là et ça devient comme ça. Moi encore une fois, j'aime beaucoup les sons bruts, j'aime nous révéler ce qu'est le matériau. C'est que moi je vais pas te mettre un conteneur et te dire que bon ok je cache parce que c'est le conteneur. Et on a souvent cette limitation parfois dans nos esprits, en tout cas, c'est qu'on se dit que bon le conteneur c'est fait pour contenir, c'est fait pour stocker du matériel. Tu peux pas t'imaginer de dire que tu vas faire une maison là-bas, mais quand tu associes le conteneur à d'autres matériaux, à du bois, de la brique, de la pierre, ce que tu veux, des choses un peu plus, voilà, tu peux te retrouver avec quelque chose qui est semi-brut, qui est semi-naturel, et tu te retrouves donc avec quelque chose où tu fais danser ensemble de l'acier, du métal, du bois, etc. Et tu donnes quelque chose qui est complètement atypique et que tu peux être sûr que quand tu vas donc louer ton appartement, mettre ça en évidence, voilà, sur une plaquette, etc. Tu pourras te dire, voilà, ce bien atypique, venez vivre une expérience, vous habitez dans un conteneur qui est fonctionnel, parce qu'encore une fois, ça n'a pas juste besoin d'être esthétique, ça a surtout besoin d'être fonctionnel, que quand quelqu'un est là, il s'y sente confortable, que ce soit bien ventilé, bien orienté, que tu puisses avoir ton intimité, que tu ne puisses ne pas avoir de problème de ventilation, etc. Et c'était donc ça tout l'enjeu de cette conception, c'était de se dire, ok, l'idée principale de cette dame n'était pas de construire en conteneur, ça c'est nous qui l'avons apporté, mais il faut que quand on vienne poser l'objet ici, qu'on se dise pas, mais c'est quoi cette construction provisoire, qu'on se dise, attends, là il y a quelque chose qui s'est passé, j'ai envie d'y habiter, j'ai envie de vivre cette expérience-là. Donc c'était vraiment le pari que nous on a entrepris dans ce projet-là. Il faut savoir que un projet d'architecture, c'est une aventure. Et l'aventure, tu peux ne la faire qu'avec des gens en qui tu as confiance, avec des gens qui sont prêts à suivre ton rêve, à vivre ton rêve ou à le créer, à le fabriquer, mais qui te croient tout simplement. Donc cette cliente, elle nous croit, elle m'a cru, elle a cru ma mère, parce qu'encore une fois, on se connaît, et aussi, elle a cru au projet. Parce que quand on arrive avec ce projet concret et qu'on lui dit c'est possible, on dit bon, ok, on y va. Moi, je fais confiance à l'architecte. Mais du coup, maintenant, le défi de l'architecte, c'est d'aller trouver une entreprise qui va aussi falloir convaincre
de dire faut que on puisse construire à ce coup-là, voici le projet que je veux et je veux que ce soit bien fini, que ce soit bien réalisé dans les délais, dans les temps, etc. Et effectivement, les entreprises elles-mêmes de leur côté, elles ont leur propre coût de revient, elles ont leur propre prix de vente, qu'une a ses contraintes parce qu'elle a des charges, peut-être que louer une grue ça représente un certain coût, là faire travailler donc des artisans avec lesquels ils ont l'habitude de travailler qui ont aussi un certain coût, qui ont leurs propres contraintes, donc c'est normal. Donc c'est tout un tas de personnes qu'il faut pouvoir mettre en synergie et en bonne intelligence pour pouvoir travailler ensemble et arriver à un résultat donné. Effectivement, souvent il y a des allers-retours qu'on a dû faire avec les entreprises pour dire oui, non, oui, votre histoire là c'est un peu cher quand même. On dit oui, bon d'accord, c'est cher, mais quel arbitrage on peut faire sur le projet pour dire on va faire ci, on va faire ça pour essayer de rentrer dans l'enveloppe. Peut-être que là tu peux peut-être réduire un peu ton prix de ce côté-là pour pouvoir mettre ici. Peut-être que on peut essayer de faire en sorte que la cliente achète son matériel, les appareils sanitaires pour que toi tu diminues ton devis puisque tu n'es plus que la main d'œuvre à chiffrer finalement. Donc c'est en faisant ce genre d'arbitrage qu'on arrive donc à quelque chose où on trouve donc un prix global sur lequel on est censé être d'accord et qui est censé être celui qui nous permet de faire le chantier tout simplement. Non pas que le choix de la cliente, le besoin d'un client, c'était que ce bâtiment puisse être mis en location le plus rapidement possible. Et je me rappelle que c'était juste avant la saison des pluies qu'on a commencé le chantier. Donc, tout de suite, il fallait faire en sorte qu'on puisse faire les fondations pour porter les conteneurs, que les fondations puissent sécher, etc. Parce qu'au départ, la date visée, c'était à la rentrée de septembre. Et effectivement, quand vous savez que c'est à la rentrée, c'est peut-être que là, les gens vont et viennent et commencent à vouloir s'installer, etc., qu'il y a des besoins. Tout de suite, en fait, il y a un besoin de rentabilité tout de suite et donc de ne pas perdre du temps. Donc ça implique une planification, ça implique de savoir qui fait quoi, quel est le rôle de chacun pour s'assurer que le circuit de décision est bien, bien formalisé et bien identifié par tout le monde et qu'on sache ok, qui donne l'argent, à quel moment, comment ça marche, etc. Qui fait les commandes, où est-ce que le matériel est stocké, toutes ces questions auxquelles il faut répondre avant de se lancer pour être sûr qu'il n'y a pas de déperdition et surtout qu'on ne va pas donc perdre du temps sur des choses sur qu'on aurait pu anticiper, qu'on aurait pu mieux cadrer, etc. Donc tout de suite, il y avait un besoin de rentabilité et que c'est comme ça donc on a commencé le chantier et qu'on a contraint donc l'entreprise à faire son planning. La difficulté dans ce genre de cas, c'est que là, les travaux se trouvaient en site occupé. Donc à partir de ce moment-là, ça veut dire que toi tu es l'entreprise, maître d'ouvrage, donc la cliente était là et voyait donc sous ses yeux ce qui se faisait, ce qui se faisait pas. D'habitude, on sait très bien les entreprises là. Non, mon ouvrier là-bas, il a l'atelier, il est en train de couper le bois. Mais ça, il est en atelier. L'atelier là toujours, on parle toujours des ateliers comme des endroits un peu mystiques qui n'existent. Voilà, on ne voit jamais où sont ces ateliers là. Et effectivement, ce qui implique que dès qu'il y avait donc un problème sur le chantier, on le voyait tout de suite, la cliente le voyait tout de suite et pouvait nous dire ok, aujourd'hui, Jérémy, je suis désolé, il n'y a pas eu d'ouvrier. Là, est-ce que c'est bizarre. Donc au début, en fait, les excuses de là, ça marche, mais effectivement, au fur et à mesure que tu vois que le chantier n'avance pas, etc., là, tu peux te poser des questions. Et c'est ce qui implique effectivement que travailler avec des gens que tu connais, c'est une chose, mais encore une fois, il faut bien mettre ces jalons-là pour être sûr que toi aussi, tu ne sois pas de ton côté un peu soit laxiste ou un peu te dire voilà, etc. Il faut aussi que tu sois rigoureux pour dire attends, l'entreprise, on a travaillé ensemble sur un tel projet, ça s'est bien passé, donc du coup la confiance n'exclut pas le contrôle et il faut aussi contraindre l'entreprise à être claire avec son planning et toujours rester dans cette démarche de professionnalisme et de rigueur pour s'assurer que l'entreprise tient bien sa parole et qu'elle puisse donner les bons signaux à la cliente pour pouvoir aussi la rassurer. Toi, tu es architecte, tu ne peux pas être tout le temps, 100% du temps sur le chantier parce que tu as aussi d'autres chantiers à gérer, problèmes à gérer de gestion d'agence et tu peux pas soit être tout le temps sur le chantier ou mettre tes équipes tout le temps sur le chantier. Mais il faut comprendre aussi, il faut avoir la psychologie de comprendre que pour le client, la cliente en l'occurrence, elle, c'est 100% de son temps. Elle est à la maison, elle voit tous les jours son chantier qui n'avance pas ou qui avance dans une certaine cadence ou mesure, etc. Donc elle, c'est son quotidien. Et effectivement, c'est tout cet équilibre-là qu'il faut trouver entre quelqu'un pour qui c'est effectivement le quotidien et c'est la priorité absolue et que toi, mais tu gères aussi avec d'autres gens pour qui c'est aussi la priorité absolue. Donc la limite est toujours très très fine entre cette frustration qu'il faut pouvoir gérer des deux côtés parce que c'est effectivement pas facile de pouvoir se faire entendre. Oui, on passera tout à l'heure parce qu'on est en pleine réunion alors que toi tu vois ton chantier et tu vois effectivement qu'il y a deux gars qui sont en train de taper sur un clou. Il y avait aussi cette problématique là, l'intimité, comment gérer les allées et venues des ouvriers dans la maison, à mettre une barrière de chantier pour éviter les vols, pour éviter les casses, pour éviter justement les dégradations, responsabiliser donc les ouvriers, mais aussi responsabiliser
la cliente pour lui dire attention, il faut pas aller sur le chantier parce que tu peux te blesser, tu peux te faire mal. Le plus gros enjeu dans un projet comme celui-ci avec une configuration telle que je vous l'ai dépeinte, telle que je vous l'ai décrite, c'est la gestion de la peur et de la frustration. Quand on dit toujours que la nature horreur du vide. Effectivement, je ne dis pas que l'entreprise dans ce genre de cas est toujours mal intentionnée, mais effectivement, quand une entreprise vient vous voir et vous dit bon, moi j'ai besoin d'une très grosse avance pour pouvoir avancer très vite, etc. Oui, l'entreprise vient et appuie sur des leviers comme la peur, justement, pour dire que oui, si je ne donne pas beaucoup d'argent tout de suite, je risque ça va me mettre en retard et mon chantier va prendre du retard, alors que là, l'entreprise, ils ont bien commencé, ils ont montré les gages de sécurité, je peux y aller. Et effectivement, si le circuit de décision n'est pas respecté et que l'entreprise passe un peu derrière vous pour pouvoir demander à la cliente et jouer sur la peur, jouer sur la frustration, ça peut donc créer des décalages entre les informations que les uns et les autres ont. On n'est pas au même niveau d'information et ça peut impliquer peut-être que si effectivement ils étaient passés par l'architecte à ce moment-là précis, moi j'aurais dit non mon frère, tu demandes 70%, jamais sur un chantier tu vas demander plus de 30% même, et encore une fois ça dépend de la taille des chantiers et ça dépend des lots que tu décides de mettre en avant, par lesquels tu décides de commencer. Donc la peur et la frustration ont été deux composantes très importantes sur ce chantier qui a amené peut-être des décisions que nous-mêmes aussi on a prises ou que la cliente a prises ou que l'entreprise a prises qui ont été malheureuses et qui ont fait un peu de mal à tout le monde sur le chantier. Donc la cliente, elle fait confiance forcément, donc tu agis sur la peur, tu appuies, etc. Elle fait confiance, donc l'argent part, le temps passe, et quand le temps passe et le temps presse, effectivement, l'argent part aussi, même si on ne le voit pas, même si c'est pas libéré. Donc à un moment donné, tu demandes à l'entreprise qu'est-ce qui se passe et tu te rends compte que ça se passe comme sur malheureusement énormément de chantiers où tu te rends compte que l'entreprise, soit un autre chantier, a pris l'argent d'un côté pour aller se débrouiller de l'autre, etc. Et puis finalement te dit bon, il me manque l'argent pour finir, je vais être soldé. Mais toi tu veux solder, mais finalement le chantier n'avance pas. Et puis à un moment donné, la saison des pluies arrive. Donc quand la saison des pluies arrive, tu te dis je peux pas travailler parce qu'il pleut, parce que le béton n'est pas sec, parce que sinon le bois ne va pas sécher aussi, etc. Et donc en fait, toi, tu as cette frustration en tant qu'archi parce que tu suis et tu sais que les dispositions n'ont pas forcément été prises, les indications que tu as données n'ont pas forcément été respectées, et la cliente aussi se dit oui, mais il y a des choses qui auraient pu être anticipées et que effectivement, toi tu me dis que tu ne peux pas mettre ça en place, mais regarde le chantier, il y en a plein partout, la peinture n'est pas faite, voilà, donc ça n'avance pas. Donc effectivement, il a fallu se battre contre tout ça, et c'est aussi pour ça que je mets toujours l'accent sur le choix de l'entreprise. Encore une fois, on a fait des choses, je vais pas dire très bien, on a fait des choses qui sont bien avec cette entreprise. Donc ce monsieur, rien de personnel contre lui, mais c'est la vérité, c'est que souvent, selon l'enveloppe, je dirais le niveau de technicité de l'entreprise, on fait ce qu'on peut. Et effectivement, quand je dis que le fait de pouvoir choisir une entreprise d'un certain niveau est important, c'est que le niveau de garantie qu'on peut exiger de cette entreprise est hyper important. Donc quand on commence à travailler, il faut tout de suite aussi qu'on soit conscient des limites avec lesquelles on part. Mais parfois, ça n'excuse pas tout et il faut qu'un minimum. D'un côté, il faut pas exagérer. Tu plantes un poteau, tu portes machin, etc. Au moins que ce soit droit. Voilà, il faut pas. Donc du coup, cette peur, cette frustration et du stress, cliente aussi, c'est aussi à vous en tant qu'architecte de pouvoir la rassurer, de pouvoir la protéger, ce qui n'est pas toujours le cas. Vous pouvez pas toujours le faire parce qu'il y a des moments où vous serez pas forcément sur le site, elle va être confrontée à une situation, va parler directement aux ouvriers, ça peut créer des interférences avec, je dirais, une démarche globale. Donc du coup, il y a aussi des règlements, il y a aussi eu des ajustements en interne à faire entre elle et nous aussi pour qu'on puisse se coordonner et pour pouvoir essayer de la calmer, ce qui n'a pas été facile, je vous le dis tout de suite, ça a été très difficile pour elle, elle a tenu bon, elle nous a fait confiance jusqu'aujourd'hui et pour ça on la remercie encore, mais effectivement sur le moment c'était pas facile parce que tu te sens un peu démuni et toi aussi en tant qu'archi, tu vas voir sur le site tous les jours, tu menaces l'entreprise, etc. Et puis à un moment donné tes pouvoirs aussi sont limités parce qu'à la fin de l'histoire ce n'est pas toi qui tiens le marteau. Du coup il faut mettre tous ces jalons pour se protéger de ce genre de situation et c'est pour ça que je parle comme ça dans mes vidéos quand je vous parle de mes projets. Je ne parle pas juste de ce qui s'est bien passé, je vous parle surtout de ce qui peut se passer de mal pour s'en prévenir parce qu'un projet c'est long, ça demande du temps, de la confiance, de la sueur, etc. Mais voilà, donc du coup
l'entreprise n'a pas respecté à un moment donné ses délais, ne respectait pas forcément sa parole, elle s'est retrouvée donc coincée à se dire pour finir le projet, j'ai besoin qu'on solde le projet parce que j'ai pris des mesures, j'ai pris aussi des mesures de mon côté parce que j'ai dû un peu renforcer la structure, là, parce que sinon le bâtiment allait avoir des problèmes, mais sans nous en informer non plus. Et c'est un point très important du projet, c'est que l'entreprise qui va dire oui, j'ai pris telle décision parce qu'il y avait une lacune dans votre dossier, quelle qu'elle soit, ce qui est possible, l'erreur est humaine, mais si tu n'informes pas l'architecte, si tu n'informes pas le client et que ensuite tu lui présentes une facture d'avenant pour lui dire j'ai fait ci parce que j'estimais que c'est ce qu'il fallait faire pour que le projet soit fait dans les règles de l'art, tu peux pas ensuite venir réclamer ça comme si c'était indu parce que tu n'as pas soumis ta proposition à arbitrage. Et effectivement, est-ce que ce que tu as fait vraiment est mesurable, est évaluable, est chiffrable, et surtout est-ce que c'était nécessaire au point de le faire sans nous solliciter? Est-ce qu'il y avait vraiment les lacunes comme tu le dis? Donc c'est ce jeu qu'il faut savoir traduire et qu'il faut pouvoir aussi, je dirais, absorber pour savoir comment réagir derrière. Une fois que j'ai dit tout ça, je vais pas rentrer dans plus de détails, mais sachez qu'effectivement l'entreprise a été confrontée jusqu'à huissier, tribunal, etc. Parce qu'encore une fois, comme je dis toujours, l'architecture c'est quelque chose de sérieux. Même si vous connaissez les gens, même si vous connaissez les interlocuteurs, il s'avère qu'on avait déjà travaillé nous avec cette entreprise. Une fois de plus, si tu ne te protèges pas et si tu ne cernes pas le projet et si tu ne le maîtrises pas, etc. Et si en tant qu'entreprise, des décisions qui l'engagent mais sans consulter les architectes, pourtant encore une fois, il y a un RACI, il y a une organisation je dirais structurelle du chantier, comment ça se passe, qui prend la décision, qui exécute. Avant d'exécuter, vous devez soumettre les plans d'exécution donc à l'architecte qui valide et qui peut dire avant toute œuvre, tu dois avoir la validation de l'architecte, parce que effectivement quand tu arrives et tu te rends compte que mais la porte là était pas comme ça, mais tu imagines une fenêtre là, pourquoi c'est tordu, mais qui a validé ça? Non, on a fait ça pour aller vite. Ouais, mais on a fait ça pour aller vite, mais il faut refaire parce que ça correspond pas au plan. Et le fait de refaire, ça va te coûter de l'argent, ça va faire perdre du temps à tout le monde, ça va stresser tout le monde, ça va énerver tout le monde et on envoie une mauvaise image donc à la cliente. Et effectivement, quand tu reçois des vidéos comme ça, pourquoi cauchemar? Parce qu'à un moment donné, toi tu l'as dû coucher comme ça, et puis tu reçois seulement une vidéo le soir, et tu vois seulement, voilà, regardez, et puis tu reçois un message, on te dit bon je comprends pas, la descente d'eau n'a pas été faite, etc. Donc quand il pleut, ça mouille tout le mur, et donc après j'ai des problèmes d'humidité partout, donc c'est tout ça que toi tu veux éviter, parce qu'il faut que tu donnes des réponses, et c'est normal. Donc ce sont les aléas que vous allez rencontrer de toute façon dans les chantiers. Parce qu'il y a rarement des chantiers parfaits. En tout cas, quand on n'a pas une entreprise qui est, elle, structurée, on fait comme on fait. Le Rect 4, en gros, j'en parle dans toutes mes vidéos et c'est finalement un peu, je dirais, le moteur de cette chaîne, ce qui a fait que je crée cette chaîne. Et le rôle de l'architecte dans un contexte comme ça. Le premier rôle de l'architecte, c'est de prendre, c'est d'absorber donc le stress du client, essayer de le calmer du mieux possible, de le rassurer, de lui apporter des réponses concrètes, de calmer les conflits, de protéger le budget, de rappeler les règles du contrat, parce qu'on a fait donc un contrat qui encadrait et effectivement quand tu demandes à l'entreprise que tu as pris ta disposition mais tu n'as pas respecté ce que disait le contrat, donc tu peux pas après nous soumettre ton devis et nous prendre en otage. Quand tu prévois des pénalités de retard et que tu te dis bon on va les appliquer à partir de telle date parce que vous n'avez pas donc suivi le planning, respecté le planning, et que tu vois que finalement prise elle de son côté ne peut pas gérer et ses pénalités de retard et en plus et la fin du chantier. Donc voilà, donc le rôle de l'architecte c'est vraiment d'apporter ces structures, de maintenir la vision, de maintenir le cap du projet et de ne pas laisser la cliente seule, de ne pas laisser la cliente, je dirais, en otage de ce que va lui imposer l'entreprise, de c'est comme ça qu'on fait ici. Voilà, donc on ne va pas respecter le projet, on va faire ça plus simplement de toute façon parce que ça présente mieux. Non, toi tu es là, tu dis que non mon frère, tu as signé pour ça, on a dessiné ça, c'est ça que la cliente veut, donc tu vas faire ça droit. Ton mur claustral là, ça doit être nickel, etc. Donc tu dois protéger ça, tu dois peindre, tu dois mettre la couche de vernis parce que le bois, il va être à l'extérieur, il va être exposé. Donc voilà, donc quel type de bois, quelle essence de bois, etc. C'est du bois blanc, est-ce que tu as mis du vernis marin, voilà, c'est toutes les questions que toi tu dois poser en tant qu'architecte. Le jour où le chantier se passe bien, on ne voit pas le travail de l'architecte. C'est seulement quand il commence à déraper que le vrai travail commence, la vraie sueur commence là. Donc tous les architectes qui vont vous dire que oui, que non, l'architecture c'est pour rêver, c'est vrai, l'architecture c'est pour rêver. Mais quand tu rentres dans la réalité là, tu retrousses tes manches, tu attaches ton cœur bien même, etc. Et tu acceptes de prendre certains coups, de prendre la frustration, de prendre la peur à laquelle toi tu dois ne pas répondre aussi, tu ne dois pas répondre par ta propre peur, par ta propre frustration. Tu dois avoir ce travail
travail de psychologie, de pouvoir dire ok, il y a un problème qui m'a été soumis, comment je peux y répondre, comment je peux protéger les intérêts du client, comment parfois aussi il faut aussi protéger aussi les intérêts de l'entreprise, parce que quand les intérêts de l'entreprise ne sont pas protégés, quand ils sont légitimes, quand ces demandes sont légitimes, ça, au final ça nuit à quoi? Ça nuit au projet. Donc tout le monde a intérêt à ce que ces intérêts soient sains et saufs pour que le projet puisse se faire à la fin. Donc c'est toujours très important de pouvoir se dire que ok, l'architecte il est là donc pour veiller à que tout marche en fait, que tout fonctionne tout simplement. Et les cheveux blancs que vous voyez là, je ressemble à un commun fou. Pensez c'est pourquoi? C'est parce que toute la journée je pense à mes projets qui disent que mon frère on t'appelle, oui Jérémy, il y a un problème, Jérémy il y a une fuite, j'ai un problème d'humidité, Jérémy, voilà, c'est ça notre métier. C'est pompier, psychologue, tistan. C'est plein de choses avant même d'être artiste. Donc les gens qui pensent qu'on est que des artistes, ils voient que finalement l'image finale, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Au final, j'ai passé les 2/3 de cette vidéo à vous parler de tout ce qui s'est mal passé dans la vidéo, de tous les problèmes qu'on a eu, etc. Mais la conclusion, ce que je voudrais donner en fait, c'est qu'au final, le bâtiment s'est construit. Aujourd'hui, vous allez voir sur le site, les liens en description d'ailleurs, vous pouvez donc tout de suite vous inscrire pour pouvoir réserver vos chambres parce que ce projet donc existe et surtout qu'il est mis en location par des gens qui visiblement apprécient le bien, etc. Et c'est juste pour vous dire que dans cette histoire, il y a eu beaucoup de choses au-delà du simple talent architectural parce que j'ai vu son projet, je dis que faisons des conteneurs. Le talent est seulement venu comme ça, je dis que ok, bon, j'ai trop de talent, je partage un peu, faisons les conteneurs. Mais au-delà de mon talent et du talent de mes équipes qui ont dessiné, qui ont eu les idées, qui ont eu les ressources et tout, il s'est passé plein de choses dans ce projet. C'était une histoire de confiance, de la peur, du stress. Il y a eu du rêve, il y a eu de la vision, de l'abnégation, il y a eu du temps qui s'est écoulé, on a lutté contre la saison des pluies, on a lutté contre l'enveloppe qui était parfois restreinte, le budget, il y a eu de la mauvaise foi, il y a eu de la concertation, il y a eu des arbitrages, et c'est pour vous montrer que dans un projet d'architecture, il y a tout ça. C'est pas genre, on peut éviter certaines choses, on dit que bon, on enlève un peu de stress ici, on enlève un peu de peur ici, on rajoute un peu d'argent, on fait ceci, on fait cela, etc. Mais c'est pour vous dire qu'un projet d'architecture, c'est complexe et que quand on est effectivement seul, ça peut être encore plus complexe. Donc notre métier, c'est aussi d'absorber cette complexité, mais aussi, ça ne peut se faire que quand le client en face vous fait confiance et que le client en face joue le jeu, même si ça a été compliqué et ça aurait pu être beaucoup moins compliqué pour cette cliente qui a aussi pris ses mesures, qui s'est protégée du mieux qu'elle a pu et qui, encore une fois, nous a fait confiance sur toute la longueur. Donc ça n'a pas été évident et ça, je la remercierai jamais assez. Mais c'est juste effectivement pour dire que la vision qu'on avait là, on va y arriver, on va y aller et tout parce qu'on a tous intérêt et envie que le projet se fasse tout simplement. Donc si je raconte cette histoire, c'est pas pour faire peur, c'est pour dire que effectivement beaucoup de gens vivent ça de leur côté, mais ils sont seuls, tout simplement en fait. Et ça, beaucoup plus à la norme qu'on ne croit. Effectivement, à la fin de l'histoire, quand vous voyez que la cliente reçoit les gens, invite l'équipe d'architectes pour pouvoir aussi que eux se rendent compte du travail qu'ils ont fait et qu'on voit donc avec un petit pot, la fin un petit pot pour inaugurer le bâtiment. Et c'est ça, nous, la plus belle récompense qu'on a, c'est quand le projet ne commence à ne plus nous appartenir et que quand on voit ensuite les photos et qu'on se rend compte que ça a été décoré, les chambres ont été décorées, les cuisines aussi ont été aménagées, le salon avec la décoration et en plus quand vous avez une cliente qui a du goût, c'est encore mieux. Donc quand vous voyez le projet prendre vie et les gens qui vont construire des souvenirs dans ça, c'est ça le plus gratifiant dans notre métier d'architecte, c'est de pouvoir se dire ok, là le projet m'appartient plus, ça va, j'ai donné, j'ai plus voilà, je donne ma dernière souffle, bon courage parce que voilà, parce que c'est effectivement une longue entreprise, c'est une longue démarche. Donc voilà, donc j'ai beaucoup bavardé hein. Waouh, ça fait plusieurs vidéos, mais c'est vous qui me donnez en fait cette force-là. Toutes mes dernières vidéos ont hyper bien marché parce que je bavarde encore plus. Donc vous aimez m'entendre bavarder comme ça. Vraiment, c'est pour vous remercier. Remercier cette cliente et cette maison, c'est un de mes projets préférés parce qu'encore une fois, il s'est fait dans un contexte particulier, que ça n'a pas été facile et que effectivement, quand on arrive à un résultat comme ça où les gens finalement font waouh, aujourd'hui, des gens nous ont appelés, m'ont appelé par rapport à ce projet. Donc quand ça suit son cours comme ça et que tu te rends compte que tu fais un projet et du coup il y a d'autres personnes qui vont ça qui disent mais qui a fait ça? Ah c'est eux là? Ok, pas pour forcément faire un projet avec des conteneurs, ça peut être pour faire n'importe quel autre type de projet. 90% des projets qu'on fait ne sont pas en conteneurs, mais c'est juste pour vous dire que l'architecte va penser à un problème précis, ponctuel et va pouvoir essayer de vous aiguiller, vous donner des idées, vous accompagner dans.
Donc voilà, donc encore une fois, si vous voulez aller faire un petit séjour dans ce petit bijou architectural, n'ayons pas peur des mots, voilà, toutes les coordonnées, la référence du site sont en description, sont en description, donc allez-y, foncez-y. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Vous savez, ici on parle d'architecture en toute décontraction, mais sérieusement, on est sur Archibarlou, on fait ce qu'on a à faire. Moi je vous dis à la semaine prochaine, peut-être même à la semaine d'après, c'est pas, on se voit quand on se voit en vrai, mais parce que c'est du travail, il faut que je me prépare, tout ça, etc. Donc en attendant, tant que je me prépare comme ça, c'est pas parce que je vous ai oublié, c'est que je prépare des bonnes choses. Donc abonnez-vous, partagez, commentez. Moi c'est Archibarlou. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Ciao.